Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. C'est peut-être d'ailleurs un Courrier de la Sterne qui a lieu en 2024, donc bonne année si c'est le cas. Si on est encore en 2023, on reste en 2023 et on se dira bonne année peut-être la semaine prochaine. En tout cas, 2023-2024, la formule ne change pas. On se retrouve tous les deux, Sophie et moi, pour parler de nos découvertes ornithologiques lors des 7 derniers jours. Comment ça va Sophie ? Eh bien ça va pas mal. J'étais un peu malade cette semaine, du coup j'ai eu une idée de choses à rechercher sur les oiseaux en rapport avec ça, donc on va en discuter. Et toi, comment ça va ? On est pas loin des fêtes de Noël. Moi je vais raconter un tout petit conte de Noël qui a eu lieu au Pays de Galles. Mais je vais aussi parler d'un autre événement qui avait eu lieu en 2005 et qui lui pour le coup a fait couler énormément d'encre. Et si tu veux, je peux démarrer avec mon conte de Noël. Moi que tu préfères oui, c'est la période, vas-y. Oui, c'est la période effectivement. Alors rien à voir avec le Père Noël, rien à voir réellement avec le sapin, rien à voir avec les fêtes en réalité, puisqu'il s'agit d'une petite histoire très sympathique qui nous vient du Pays de Galles et plus précisément de la petite ville de Powys. On est dans la province du Brecon. Si vous connaissez le Pays de Galles, il y a un magnifique parc national dans lequel j'ai eu l'occasion d'aller il y a fut un temps, au moins une dizaine d'années, un parc national qui s'appelle le Brecon Beacon. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est formidable. C'est vraiment un très très bel endroit. Mais nous, on va pas s'intéresser à ce parc national, on va s'intéresser à un rouge-gorge. Qui a élu domicile depuis 2 ans dans un magasin, dans un Aldi, pour être précis. Donc du coup ce rouge-gorge est devenu une espèce de petite star dans la petite ville. Mais si l'affaire a remonté jusqu'au nez de la BBC, eh bien c'est parce qu'une pétition a été lancée lors de cette année, puisqu'il semblait vis-à-vis d'un certain post sur Facebook, eh bien que l'oiseau était menacé de mort par certains employés. Alors du coup, une pétition a été réalisée sur change.org pour justement faire en sorte que l'oiseau puisse vivre encore dans ce petit magasin qu'il rejoint chaque matin et qu'il quitte chaque soir. La pétition a été lancée le 10 décembre dernier. La pétition a abouti à 353 signatures. Et cette pétition a abouti puisque le rouge-gorge ne sera pas chassé, ne sera pas tué. Et en réalité, ça n'a jamais réellement été le cas puisque le manager, l'assistant manager de ce Aldi disait: nous n'avons absolument aucune intention de faire bouger le rouge-gorge. Tout le monde est d'accord au sein de la compagnie, que ce soit du manager du magasin à l'agent d'entretien, rien ne se passera pour ce rouge-gorge. Il est le bienvenu autant de temps qu'il le veut. C'est gentil ça. C'est une très belle histoire. On rappelle quand même que le fait d'éliminer certaines espèces protégées est passible d'amende puisque c'est quelque chose qui est répréhensible par la loi, et c'est pour ça aussi que certaines personnes du côté des associations de défense animale galloises se sont penchées sur le sujet, mais voilà, comme dit précédemment, pas spécialement de soucis à se faire pour ce rouge-gorge qui, petite anecdote, attend 8h du matin l'ouverture du magasin pour rentrer dedans, chanter dans le magasin, donc c'est son territoire, et repartir par la suite une fois que les portes du magasin se ferment. Voilà donc pour cette petite anecdote concernant notre rouge-gorge. Ce qui m'amène à parler... C'est très mignon. Mais oui, c'est une très très belle anecdote. La prochaine malheureusement le sera beaucoup moins puisque je vais parler du Dominomus ou Dominomus. Alors non, ce n'est pas le nom d'un oiseau préhistorique, ce n'est pas le nom d'un dinosaure non plus, c'est en réalité le
le nom qui a été donné à un moineau domestique femelle qui a été abattu le 14 novembre 2005. On est aux Pays-Bas, on est au Frisian Expo Center de Leeuwarden, je ne prononce sans doute pas bien le nom, et il faut savoir que lors de cet événement, lors de ce 14 novembre 2005, eh bien, il y avait ce qu'on appelait le Domino Day. Le Domino Day, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des passionnés de dominos qui se réunissent chaque année pour tenter de battre un record du monde du plus grand nombre de dominos qui ont chuté en même temps. Oui, effectivement, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vu puisque c'était un événement qui était retransmis à la télévision française de 2001 à 2009. Et donc, en 2005, il s'avère que ce record du monde était menacé par une femelle moineau domestique qui était rentrée dans l'exposition, qui a fait entraîner la chute de 23 000 dominos. Il a fallu donc prendre des dispositions. Dans un premier temps, on a appelé une équipe... sur le communiqué du secrétaire d'État sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard, mais peut-être aussi que la traduction est erronée, il parlait d'équipe de désinsectisation. Bon, pour des oiseaux, c'est pas spécialement ce qu'on peut appeler être très pratique. Évidemment, cette équipe a échoué. Ils ont malheureusement fait appel à une autre personne qui s'appelle Duke Fana-Bauer, qui est donc une entreprise spécialisée dans l'élimination des nuisances des oiseaux et des mammifères en milieu urbain. Et c'est Harry Den Hartog, qui était champion national de tir à carabine à air comprimé, qui a malheureusement tué l'oiseau en lui arrachant son aile gauche. Mais l'histoire aurait pu s'arrêter là, ce n'est pas le cas. Parce que quelqu'un, une taupe, et ça c'est quelque chose qu'on a appris dans le communiqué qui a été rédigé par le secrétaire d'État, on est en 2006, il semblerait qu'une taupe ait appelé justement une station de radio, la station radio 538, une station radio qui a transmis l'information en disant aux gens que si il réduisait l'exposition, le Domino Day, en état, pas l'état de cendre, hein, l'objectif c'était pas de faire flamber l'exposition, c'était de réduire à néant le record qui allait être tenté, ils auraient la chance d'avoir une prime. Des gens sont alors venus avec des souffleurs à feuilles pour justement essayer de faire tomber les dominos. Finalement, tout le monde a eu la possibilité de se rediriger dans le calme. Il n'y a pas spécialement eu de protection policière qui ont eu lieu. Pour tout ça, pour dire que le record a été battu lors de cette année, un record qui sera battu les années suivantes, mais tout ça pour dire que cet oiseau, ce moineau domestique femelle, Dominomus, il a été conservé. Et là, dans le commentaire du secrétaire d'État, il était absolument furieux dans ce qu'il avait vu parce qu'il pensait tout simplement avoir affaire à une affaire classique, mais en réalité les médias ont tout monté en épingle, ont fait en sorte de rendre l'affaire extrêmement grave, puisque on a eu par la suite des appels justement à annuler le record et même des appels à menacer de mort la personne qui a tué l'oiseau. Donc c'est allé très loin cette histoire. C'est même encore le cas. Harry Den Hartog reçoit encore des lettres de menaces sur cet oiseau. Donc il y a eu un recueil de condoléances qui a été mis en place par alors je sais plus si c'est le musée de Leeuwarden qui a mis en place ceci, ou si c'est un site qui a été créé spontanément. Mais en tout cas, il y a un site de condoléances qui a été créé qu'on ne peut plus retrouver. J'ai essayé de le retrouver personnellement, j'ai pas réussi à le retrouver. Et sachez de condoléances. Oui, de condoléances de l'oiseau. Et sachez que l'oiseau fait maintenant partie de la collection permanente du musée d'histoire naturelle de Rotterdam, où l'animal a été empaillé. Au départ, il devait être éliminé,
tout simplement, on devait le détruire. Et puis finalement, aux alentours, d'après le communiqué d'octobre 2006, les événements se sont passés le 14 octobre 2005, eh bien le musée naturel de Rotterdam a récupéré l'oiseau. La personne qui a tué l'oiseau a été condamnée à 200 € d'amende pour élimination d'espèces protégées, avec intention de l'éliminer, ce qui est une circonstance aggravante visiblement d'après la loi en vigueur aux Pays-Bas. Et cette affaire a été conclue aux alentours du 21 janvier 2006. Donc c'est une affaire qui a été extrêmement rapide à juger, et pourtant c'est une affaire qui a fait couler énormément d'encre, et encore aujourd'hui. Eh ben, quelles histoires. Quelle histoire. Quelles histoires. Tu connaissais cette histoire? Ben non, je connaissais pas cette histoire. Tu me l'apprends? Eh ben, écoute, grand plaisir. Grand plaisir. Mais bon sang, c'est... Oh la vache. Ouais, quand même, pauvre bestiole. Ouais, c'est sûr. Effectivement. Moi, alors sur le moineau, sur le domino moineau, j'ai plus grand chose à dire. Le demi-moineau, j'ai plus grand chose à dire. Par contre, moi, j'ai toujours une question par rapport aux oiseaux qui sont dans les centres commerciaux. Savoir si ça a vraiment une influence sur les ventes, sur la capacité des gens à acheter des choses. J'ai essayé de trouver des informations là-dessus, j'ai jamais rien trouvé au niveau des études. Je sais pas si toi tu connais un peu le sujet, mais... Alors c'est une très bonne question. Pour le coup, je dois bien avouer que j'en sais rien. Par contre, je sais qu'il y a pas mal de centres commerciaux où effectivement t'as des moineaux, t'as des petits oiseaux qui se baladent. Alors des pigeons un peu moins souvent parce que c'est quand même un peu gros, mais tu peux avoir souvent du petit passereau qui se balade dans les centres commerciaux et ça a pas l'air de déranger grand monde. Hein. Non. Tu vois les gens faire leurs achats normalement. Bon, non, effectivement. C'est pas qu'il y a vraiment un problème. Effectivement, on entend parfois les moineaux chanter pendant qu'on va récupérer diverses choses dont on a besoin dans les magasins. Mais j'avoue que je serais très curieux quand même de cette histoire et savoir si ça a vraiment une influence. Voilà. Je pense pas. À la rigueur, moi je dirais même que ça a plus une influence positive parce que tu sais qu'il y a beaucoup de marchés qui se font en extérieur. Et du coup, il y a cette ambiance un peu particulière du marché où tu te balades entre les étals, où tu as des gens, pareil, donc tu vas acheter tes trucs, et puis t'entends les oiseaux, t'entends les voitures, t'entends plein de choses autour de toi. Donc je pense que finalement, ces oiseaux, ça a plus tendance à mettre du baume au cœur que d'être désagréable quand tu vas faire tes courses, non? Enfin, c'est comme ça que je le prendrais. Moi, c'est en tout cas, c'est un grand plaisir de faire mes courses quand les moineaux chantent. Hein. Après, moi, je fais que les regarder, donc du coup, je fais pas mes courses. Oui, non. Mais ah, c'est peut-être un bon point. Donc pour les ornithologues, peut-être que c'est pas une bonne idée. C'est ça. Ok. Exactement. Mais voilà, deux histoires contradictoires que je voulais vous raconter, à savoir également qu'il y a eu un reportage qui a été réalisé par la chaîne SBS6 qui a réalisé donc un reportage sur l'incident lors de la retransmission en direct de ce pauvre moineau domestique qui est donc au musée d'histoire naturelle de Rotterdam. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez eu l'occasion de connaître cette histoire, si vous avez eu l'occasion de voir cet oiseau. Quand même, quelle histoire pour un petit oiseau comme ça, parce que moi évidemment je tirerai pas sur des oiseaux, mais même pas pour protéger des dominos, mais enfin quand même. Surtout pas pour protéger des dominos. Non, mais tout ce foin autour de juste finalement un oiseau, d'un moineau domestique qui est pas spécialement une espèce dont on manque vraiment, même si ils se font de plus en plus rares de nos jours, c'est vrai, mais bon, il y a encore de la marge, j'ai envie de dire. Tout ça, tout ce foin médiatique pour ça fait quand même beaucoup, je trouve. Ah, c'est assez fou, hein. C'est assez fou, mine de rien. Hein. Il y a plein d'anecdotes que j'ai pas racontées. J'ai parlé de souffleurs de feuilles, mais il y a des gens qui sont venus avec des souris, par exemple, pour faire tomber les dominos. Enfin, c'est... Oui, alors là pareil, niveau éthique, c'est pas top, parce que du coup, on va utiliser des animaux qu'on a certainement
mis en cage d'une manière ou d'une autre et qu'on lâche dans un environnement qui n'est pas le leur, en C'est ça. l'occurrence une démo de domino. C'est ça, c'est ça, c'est T'imagines ça. l'état de stress de la bestiole que tu lâches dans C'est ce genre ça. de grand hangar, parce que c'est un grand hangar, hein, c'est l'endroit où Oui, ils oui, font des absolument. Oui. trucs comme ça. À noter, Avec de la lumière de partout. à noter également que cet oiseau a eu le droit à 2 chansons, voilà, qui ont été composées par une radio locale. Voilà. Des C'est chansons. 2 chansons. Ok. Oui, des chansons, oui. D'accord. Même des... Oh, bah dis donc. Ouais. Ah, c'est une star, hein. C'est une star. Ah, bon sang. Ah, mais faut que je me documente sur le sujet, là, ça a l'air passionnant. On a parlé malheureusement d'un oiseau qui est décédé. On va parler désormais d'oiseaux malades. Malade, Mais eh un oui. oiseau qui ne se cache pas pour mourir, contrairement Non, à ce que l'on dit celui-là souvent. ne se cache pas pour mourir. Non, exact. Non, on est dans la joie de Noël aujourd'hui, c'est génial. Avec la maladie, je suis pas sûr. Hein. Bah écoute, il y a un conte très Noël qui est La petite vendeuse d'allumettes, si vous Oui. connaissez, c'est pareil, hein, c'est pas très drôle, mais c'est un conte de Noël. C'est Donc vrai. on va rester sur le même style avec les oiseaux malades du coup. Alors, bon, c'est pas vraiment triste comme sujet non plus, parce que là on va parler d'un papier qui est sorti il y a pas très longtemps finalement, en octobre dernier, le 14 octobre exactement, dans la revue Ecology and Evolution, qui est en open access d'ailleurs, si vous voulez aller le voir, on mettra les références. Et donc cet article va nous parler d'un oiseau particulier qui s'appelle le roselin familier, donc, qui est un oiseau qui vit en Amérique du Nord, qui est d'ailleurs très mignon si vous avez l'occasion de les voir. C'est un oiseau qui est très répandu, si vous allez vous balader là-bas, vous le verrez certainement. Il a un corps un peu brun, moucheté, un peu de blanc sur le ventre, et sur la face, on est sur des tons un peu plus rougeâtres, une sorte de masque rougeâtre qui va descendre sur le devant du ventre, sur la gorge, dans des tons un peu plus rosés. D'où son nom d'ailleurs, roselin familier. Donc c'est un petit oiseau qui est très mignon, très joli à regarder, très sympa et assez familier, hein, d'où son nom. Et qui du coup, comme il est présent un peu partout et qu'il est facile à garder en captivité, et ben il est pas mal utilisé pour faire de la recherche. Et en l'occurrence, ils sont intéressés à son comportement lorsque l'oiseau était malade. Parce que bon, si vous avez une petite idée, si vous connaissez un petit peu les animaux, vous savez certainement que chez beaucoup de mammifères, lorsqu'on est malade, on a tendance à le cacher et on a tendance à s'isoler pour ne pas trop le montrer. Donc chez beaucoup de mammifères, ça va se passer un peu comme ça, notamment les mammifères qui vivent en groupe. Celui qui est malade, eh ben, il va être un peu derrière, il va être un peu à la traîne, il va être un peu plus loin, il va pas vraiment rester dans le groupe. Il va essayer de s'isoler un petit peu. C'est une manière pour lui de cacher qu'il a un problème, parce que lorsque vous avez un problème dans la nature, bah, c'est souvent le signe que vous allez y passer bientôt, parce que c'est vous qui allez être la cible privilégiée des prédateurs. C'est normal. Vous êtes le plus faible du coin, donc bah hop, c'est fini. Et du coup, on pensait que chez les oiseaux, c'était plus ou moins la même chose. On disait, bah oui, ils vont certainement s'isoler un petit peu, essayer de ne pas montrer qu'ils sont malades. Et en fait, pas du tout. Alors, ils ont fait une petite expérience. Ils ont pris donc des roselins familiers qui étaient sauvages de base, qui sont des oiseaux qu'ils avaient capturés dans la nature parce qu'ils voulaient absolument avoir les comportements les plus naturels possibles, donc pas des choses qui ont été apprises en captivité au maximum. Ils voulaient vraiment coller au maximum à l'état sauvage de l'animal. Donc c'est des animaux qui ont été capturés dans la nature, qui sont donc passés en captivité, et auquel on va inoculer une maladie, donc une petite bactérie qui s'appelle Mycoplasma gallisepticum, qui n'est pas un truc qui va les tuer, surtout s'ils sont là sous contrôle vétérinaire, parce que c'est ce qui s'est passé, hein. Le but c'était pas de tuer les oiseaux, le but c'était juste de les rendre un peu malades pour voir un peu comment ils réagissaient, donc normalement c'est quelque chose
qui va vous causer un nez qui coule, une conjonctivite, ce genre de choses. C'est pas normalement l'oiseau, il résiste très bien. Hein. Dans la nature, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'évidemment vous n'avez pas les soins vétos, mais en captivité, c'est pas une maladie qui va vous tuer vos animaux. Ça se soigne très très bien. Donc, ils ont injecté ces petits rosins familiers avec le mycoplasma et ils ont essayé de voir si ces oiseaux, ils préféraient s'isoler ou au contraire, ils allaient se mettre dans un groupe et agir un peu comme d'habitude. Parce que les roselins familiers, finalement, c'est des oiseaux qui sont plutôt grégaires, pas tout le temps non plus, mais qui ont tendance à être en petits groupes, qui se baladent un petit peu, ensemble, ça les dérange pas trop d'être en groupe. C'est un peu comme nos moineaux communs, moineaux domestiques un petit peu, si vous voulez, on est dans le même genre de choses. Ils ont donné le choix à ces oiseaux, ils les ont laissés, d'abord ils les ont inoculés, ils les ont mis dans des petites cages, et ils leur ont donné la possibilité de rejoindre un groupe d'autres roselins familiers qu'ils connaissaient déjà, ou de rester dans la petite cage. Donc ils ont simplement ouvert la porte, ils ont dit bon bah maintenant tu te débrouilles. Et dans la plupart des cas, le roselin familier inoculé avec la maladie donc, choisissait d'aller dans le groupe plutôt que de rester dans son coin. Contrairement aux autres roselins familiers qui étaient dans le même groupe que lui, cet oiseau-là agissait encore plus socialement en quelque sorte que d'habitude. C'est-à-dire qu'il allait avoir des comportements encore plus sociaux que ce qu'il avait normalement. Donc il avait plus mangé avec les autres, il allait plus rester avec eux, il allait plus discuter avec... Enfin bref, comme si, tout se passait comme si l'oiseau essayait de montrer qu'il était le plus normal possible en faisant vraiment des tonnes pour montrer, regardez, je vais bien, regardez-moi, tout va bien. Donc évidemment, ça c'est une hypothèse, hein, ils ne le savent pas exactement si c'est ça, il va falloir tester derrière, il va falloir voir un petit peu si c'est effectivement ce qui se passe. Bah oui, voilà. Mais les oiseaux qui sont infectés, ils ont montré une préférence très marquée pour un comportement sociable avec les autres roselins familiers. Donc pareil, ça a été testé sur cette espèce. Ça n'a pas été testé sur d'autres espèces pour l'instant, donc il faudra certainement tester sur d'autres espèces, hein, c'est logique. Mais c'est quand même un résultat assez incroyable. Nous, en tant que mammifères, on pensait pas que ce serait possible. On se disait, bon, bah non. Et finalement, si. Donc voilà, c'est un résultat qui est très intéressant, je trouvais. Oui. Et qui, après notre histoire de Covid, alors je sais pas ce que t'en penses toi Florian, mais nous avec le Covid on nous a dit surtout isolez-vous, ne restez pas avec les autres, n'allez pas transmettre vos pathogènes aux autres. Et là on a les roselins qui eux par contre vont vraiment avec les autres, alors là on peut pas être plus proche, ils vont carrément coller leurs homologues. C'est vraiment deux comportements très différents en quelque sorte. C'est assez marrant. Moi j'ai plusieurs... Alors après c'est de l'extrapolation toujours parce que comme tu l'as dit, on a fait ça que sur une espèce. Des espèces d'oiseaux, il y en a des dizaines il y en a une dizaine de milliers, plus même. Donc forcément, on n'aura pas forcément les mêmes résultats sur d'autres espèces. Est-ce que tout simplement, les oiseaux auraient peur de la mort, de mourir seuls? Enfin, je ne sais pas, j'hypothèse complètement. Mais je trouve ce résultat assez fascinant, et ça explique aussi pourquoi on a une prolifération, je pense, en partie de la grippe aviaire. Alors après, il faudrait, comme d'habitude, retester ça, mais ça pourrait aussi expliquer pourquoi la grippe aviaire se répand assez facilement et aussi de manière assez disparate parmi les oiseaux. Exactement, non, c'est une très bonne observation, exactement, pour la grippe aviaire. Alors après, il y a deux hypothèses sur pourquoi ce comportement, et moi j'en ai une notamment, parce que là, ils en placent une, mais moi-même j'en ai une aussi, je me dis que peut-être, possiblement, vu mon expérience, mais là, ce qu'ils disent, c'est que possiblement, donc, l'oiseau essaye d'avoir un comportement social parce que il veut montrer qu'il est normal, et c'est super important vis-à-vis des prédateurs de montrer que vous n'avez pas de problème. C'est, comme je l'ai dit au début, c'est toujours celui qui a l'air le plus faible, celui qui a l'air en danger, celui qui n'a pas l'air bien, qui va se faire choper par le prédateur en premier. Parce que c'est le plus simple à attraper. Donc c'est celui qui va demander le moins d'efforts. Et donc c'est normal. Donc évidemment, l'oiseau a un intérêt à ne pas montrer qu'il est malade.
Donc il va essayer d'agir le plus normalement possible. Et la deuxième possibilité aussi, c'est que tout simplement, l'oiseau, en étant dans le groupe, il y a des avantages à être en groupe pour un oiseau, surtout un oiseau qui est tout petit comme ça. C'est-à-dire que le groupe va lui permettre d'être un peu plus en sécurité, parce qu'il y aura toujours un oiseau pour relever la tête, pour voir s'il y a un prédateur à proximité, et puis pour alerter les autres. Alors que lui, il aura peut-être pas forcément la force de faire ça s'il est très malade, ou bien il va peut-être essayer de passer plus de temps à manger pour essayer de récupérer, et laisser le travail de surveillance aux autres, par exemple. Tu vois. Donc c'est aussi une technique qui pourrait être due au fait que simplement l'animal, il essaie de survivre. Voilà, trouver la meilleure manière de survivre. Moi je pense qu'il y a un peu de ça, ce que j'expliquais en disant qu'il avait peur de la mort, c'est que le fait qu'il se retrouve justement avec le groupe à essayer d'être... Après, on fait de l'extrapolation de fou, hein, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça en science. Attention, c'est fait sous contrôle scientifique uniquement. Cette cascade a été réalisée par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous. C'est ça que je disais par les oiseaux ont peur de mourir, c'est que justement le fait de se retrouver en groupe permet d'éviter justement une mort bien plus rapide, puisque on le sait avec certains individus qui sont placés aux extrémités des groupes de vol, parce que ce sont les oiseaux les plus faibles ou ce genre de choses là. Oui. Faut voir. Il y a un truc à creuser. Mais encore une fois, je pense que tu fais 10 espèces, t'as 10 résultats différents, quoi. Et complètement. Et puis il faut aussi se souvenir que nous, en tant qu'observateurs humains, on n'est pas capable de savoir quand est-ce qu'un oiseau est malade ou pas. Là, la seule raison pour laquelle ils savaient que ces oiseaux étaient malades, c'est parce que tu as des symptômes comme la conjonctivite, donc autour de l'œil, ça va enfler un petit peu, donc tu peux le voir que l'oiseau est malade. Ou alors tout simplement le fait qu'ils les ont inoculés avec la maladie, donc ils le savent qu'ils ont le pathogène. Mais sinon, en tant qu'observateur extérieur, en tant qu'humain, en tant que mammifère, donc on n'a pas l'habitude des signes avant-coureurs chez les oiseaux de maladie, donc on ne sait pas quand est-ce qu'ils sont malades en fait, on ne le voit pas nous, à moins d'être vraiment spécialiste de l'espèce en question. Chez les animaux au sens large du terme même, hein. Alors je parle pas forcément des chiens ou des chats, mais tout ce qui va être mammifère, tout ce qui va être reptile, poisson, moi personnellement proche des mammifères quand même. Je ne sais pas reconnaître un poisson malade d'un poisson en bonne santé personnellement, hein. C'est au-dessus de mes compétences, hein. Mais ça clairement. Mais c'est un super sujet, et j'espère que ce sera un sujet qui sera creusé davantage prochainement avec d'autres espèces, parce que... Oui, j'espère aussi. Mais du coup, comme on n'arrive pas à reconnaître ces symptômes, c'est difficile pour nous de savoir quand est-ce que les oiseaux sauvages ont un comportement un peu différent de d'habitude. Est-ce que c'est parce qu'ils sont malades, ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a un autre truc qui font qu'ils agissent un peu différemment, ou bien est-ce que c'est juste leur comportement normal, tu sais pas. Donc c'est un peu compliqué pour nous en fait, ce genre de sujet en tant que mammifère et en tant qu'humain. Ça remet en cause ce qu'on dit aussi, parce que on dit généralement aux gens qu'un oiseau qui est isolé et un oiseau qui ne bouge pas est un oiseau malade. Et c'est aussi et on est en train de, c'est une nouvelle donnée à prendre en considération, en se disant que peut-être qu'en réalité il est pas si malade que ça, et il est peut-être pas si isolé que ça non plus, quoi. Donc exactement. Mais bon, et puis pour avoir eu des oiseaux malades en captivité, en fait tu t'en rends pas compte. Même en connaissant l'animal, c'est très difficile de s'en rendre compte, parce que l'oiseau va agir le plus normalement possible jusqu'au moment où il sera tellement fatigué, où il n'en pourra tellement plus, que là, il ne pourra plus le cacher, et effectivement, il va littéralement tomber de son perchoir. Donc là, tu vas te rendre compte qu'il y a un problème. Mais avant ça, il va faire tout son possible pour qu'il n'y ait aucun signe, aucun symptôme qu'il est malade, parce que c'est simplement une question de survie. C'est dingue, ça. Et j'en ai eu comme ça des rapaces, des oiseaux qui ne montrent aucun signe, aucun symptôme, mais bon, tu les connais, alors tu te dis, ouh, toi, t'as réagi un peu trop lentement, là, doit y avoir clairement un problème, ou alors t'as pas suffisamment mangé aujourd'hui, il y a quelque chose qui va pas. Là, tu le sais parce que t'as d'autres choses en tête. Mais juste à regarder l'oiseau, comme ça, tu le devinerais pas.
Et c'est en ça que c'est compliqué. Et c'est en ça que l'expérience devra être faite, hein, parce que c'est la répétitivité des mêmes résultats, je dis bien des mêmes résultats, qui permettra de valider ça pour une partie des oiseaux, ou du moins pour les espèces où on aura observé ce phénomène. Voilà. Exactement. Eh bien Sophie, un très grand merci à toi d'avoir participé à ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne, du dernier de 2023 ou du premier de 2024, je sais pas, on verra. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter ? Ok, merci beaucoup à toi aussi, c'était très gentil. Merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve sur YouTube, on se retrouve sur Spotify, sur Deezer, bientôt sur d'autres plateformes d'écoute. Oui, on va bientôt arriver sur d'autres plateformes d'écoute. D'ici là, n'hésitez pas également à partager l'émission, n'hésitez pas à venir réagir dans les commentaires également. Ça, ce sera sur YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes. À plus.